Obsession's gonna be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. You just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. I just gotta go hard. Ah, j'étais Go dedans, hard. Kev. Ah, les meneurs. Les meneurs, là. C'est toujours un plaisir de te retrouver, mon ami. Puis là, tu portes un hoodie. Je dois souligner, tu as un hoodie de Slipknot en ce moment. Ben, c'était l'anniversaire le 8 décembre de Corey Taylor, 51 ans, le chanteur de Slipknot que j'adore parce que c'est une bête de scène. Bonne fête, beau clin d'œil. Je ne sais pas si tu as voulu. Non, c'est ça. C'est vraiment pas voulu. Je me suis dit, bon, quel coton watté je pourrais mettre un matin. J'ai décidé de mettre ça là. Puis je savais même pas que c'était la fête à Corey Taylor, mais j'étais un grand fan de Slipknot. Le 8e épisode pour le 8 décembre, l'anniversaire de Corey Taylor. C'était assez un beau concept. Puis pour le souligner, Slipknot, meilleur show que j'ai vu de ma vie en live. C'est un showman, cet homme, là. Il sait animer une foule. Là. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu auparavant. Là. C'est un des top frontmen que j'ai vu. Il est incroyable en show. Tu vas là, même si tu n'aimes pas le métal ou si tu n'aimes pas Slipknot ou peu importe, d'aller voir Corey Taylor en show, c'est une expérience unique puis ça reste gravé dans ta tête en esti. Ah, vraiment. En plus, il faisait des petites touches en français. Là, le monde capotait. Là, ils veulent pas. Les anglophones qui viennent en ville puis qui parlent en français, ben, c'est sûr qu'ils ils repartent avec une coupe de fans au passage. Là. C'était vraiment incroyable. Ouais, mais t'es chanceux d'avoir assisté à ça. Moi, j'ai assisté à Slipknot à maintes et maintes reprises, mais avec des shows à télé, sacrément. Ben, écoute, si t'as la chance, on ira quand ils vont revenir parce que ça vaut vraiment le détour. OK, je vais le faire, je te le promets, Kev. Puis là, on va revenir au show. On a une structure plus normale parce qu'on n'a pas d'invité aujourd'hui, malheureusement. C'est pas grave, on en a plein qui s'en viennent, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Fait qu'on y va d'entrée de jeu, segment Chris Devray, segment Pimoton, puis on finit avec la claque sur la gueule. Là, d'entrée de jeu, je veux t'entendre, Kev, parce que ça m'a parlé ce que tu as dit. Tu me dis, moi, déjà, je veux te dire, je veux parler pour argumenter. Tu sais, quelqu'un qui détient la vérité. Asti, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, man. Oui, parce que, tu sais, souvent dans la vie, tu vas regarder ça, pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup de gens dans la vie qui vont parler, pas nécessairement pour avoir une conversation, mais pour automatiquement avoir une réponse prédéfinie, préenregistrée, qu'ils savent déjà que peu importe ce que l'autre personne va répondre, ils vont avoir quelque chose à rajouter. Le fameux oui mais, là, ben c'est ça, il va être appliqué dans ces circonstances-là. Puis quelqu'un qui va parler pour argumenter, souvent, il pense qu'il détient la vérité absolue. En sens, moi, c'est mon opinion qui est importante, puis c'est moi, ma vérité à moi, c'est la meilleure au monde. Je dis ça parce que j'étais comme ça avant. Ça fait plusieurs années que j'ai travaillé sur moi, j'ai cheminé là-dessus. Puis avant, j'étais vraiment comme ça. Dans ma tête, c'était ma vision des choses qui était la bonne, puis je laissais pas nécessairement d'espace aux autres personnes. Fait que je trouvais que c'était un sujet qui me rejoignait beaucoup. Puis c'est une amie qui me dit hey, tiens, tu devrais parler de ça au podcast. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez courant. Mais Dans ce temps-là, ce qui est important de faire, là, c'est de pas embarquer dans ce game-là. C'est de choisir ses combats. Parce que dans ce cas-ci, ça peut être sérieux de parler avec quelqu'un qui pense détenir la vérité absolue. Puis je le sais parce que je me regardais aller avant, tu sais, mettons, une couple d'années plus tard, je regarde comment j'étais avant, je crime que je devais en tirer du jus, mon chum. Et que je devais en tirer. Mais à un moment donné, mon grand chum Jeff qui me dit tu sais, Kev, t'as ta réalité à toi dans la vie, tu sais. J'ai dit ouais. Puis là, toi, tu me dis
Ben, tu sais, les autres autour de toi aussi ont une réalité. Tu sais, c'est pas juste ta réalité. C'est pas tout le monde qui a ta réalité à toi, comme c'est pas tout le monde qui a ma réalité à moi. Fait qu'à partir de ce moment-là, puis de d'autres événements qui se sont passés dans ma vie, ben, here I am, tu sais. À un moment donné, ben, il faut que tu réalises que t'es pas tout seul à respirer l'air autour de toi, là. Il y a d'autres mondes qui existent. Fait que ta Ben, vérité à toi, ça veut pas dire que ça va celle de tout le monde. exactement, tu sais, puis le succès de la réussite, là, il n'y a pas juste une recette. Tu sais, c'est ça qu'il faut. J'ai souvent parlé à des gens qui détenaient la vérité comme ça, puis c'est des gens qui ont réussi, des gens qui ont des entreprises, des gens qui ont atteint vraiment des hauts standards dans la société. Souvent, j'ai un dialogue avec eux autres, puis c'est vraiment leur vérité qui est la bonne, alors que un autre entrepreneur à côté a réussi, mais de façon complètement différente, mais lui aussi a Mhm. réussi. Donc, là, ça démontre que la vérité absolue, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui détient ça dans la vie. C'est impossible parce qu'il n'y en a pas de vérité. Chacun trace sa vie, puis chacun crée sa propre vérité. Ouais, C'est comme exactement. ça, Ouais, parce exactement. qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie, on n'a pas tous les mêmes désirs, donc notre vérité, c'est sûr que ne sera pas la même. La mienne ne sera pas la même que la tienne. Tu sais, on va avoir des similitudes, on va avoir des valeurs qui se rejoignent, on va avoir plusieurs choses qui fit ensemble, mais on n'a pas la même vérité. Tu sais, ça, c'est comme ça. Mhm. Il n'y a personne qui va me faire gober autre chose. Tu vois, là, je suis en train de parler comme quelqu'un qui détient la vérité, là, mais c'est quand même une logique, je trouve, que chacun a sa réalité, que chacun a sa vérité. Tu sais, on est des êtres humains uniques et singuliers et différents. Exact. Puis, tu sais, c'est au final, c'est de lâcher prise là-dessus. Mettons que tu parles avec quelqu'un, là. Tu sais, comme tu as dit, je veux dire, je comprends qu'on peut avoir tu sais, on peut avoir la même vérité, mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir tout le temps des choses qui vont être différentes. Puis c'est de lâcher prise, puis c'est d'accepter l'autre personne pour ce qu'elle est, puis la réalité pour laquelle elle vit, tu sais. Puis il n'y a pas de mal à avoir une vision différente. C'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. Tu sais, c'est correct d'avoir des points de vue différents. C'est juste que faut vivre dans l'acceptation puis le lâcher prise parce que sinon, ça finira plus. Tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu sais, techniquement, quelqu'un qui a sa propre vérité, là, c'est comme un mur. C'est comme si tu parlais avec un mur. Ah, C'est comme si tu exact. lances la balle sur le mur, elle va revenir la balle. Tu laisses faire. Regarde, faut que tu lâches prise là-dessus. Exactement. La vérité absolue, ça n'existe pas. La vérité, oui, mais pas la vérité absolue. Ben, je pense que Exact. Ouais, il y a une c'est ça. différence. La vérité Exact. absolue, le mot absolu est très important ici, ça n'existe pas. Exact. Puis on peut-tu dire que c'est un genre de dicton, ça? Parce que je sais que tu voulais me parler d'un certain dicton. Fait que, tant qu'à être dans le sujet, je t'envoie sur la traque, mon ami. Ouais, j'ai lu un dicton qui me parle énormément parce que moi, je suis un gars qui a mis souvent un genou au sol puis qui a toujours été en mesure de se relever. Tu sais, il y a souvent du monde qui m'ont dit Chris, Jeff, j'ai jamais vu quelqu'un toujours se relever, tout le temps revenir, tout le temps. Mais c'est parce que j'ai retenu quelque chose à un moment donné que j'ai lu, puis ça fait plusieurs années. Puis aujourd'hui, il a repopé dans ma tête. Puis je vais te le dire. La plus grande victoire, c'est pas de jamais tomber. C'est pas de tout le temps réussir, de toujours gagner. C'est de se relever à chaque fois qu'on chute. Ça, c'est Mm. bien, bien, bien important pour moi. Tu sais, tu as des gagnants qui vont détenir la vérité absolue, puis qui vont toujours gagner, qui vont toujours vouloir gagner, qui ne veulent pas tomber. Tu sais, l'orgueil ne veut pas que tu tombes. L'orgueil ne veut pas que tu sois en arrêt maladie pour X, Y raison parce que tu es un mâle alpha. Fait que tu veux paraître, tu sais, tough, puis nanana, puis toi, tu as réussi, puis moi, je me planterai pas. Sacrément, moi, je peux te le dire que j'ai appris en tabarnouche en mettant un genou au sol, des fois deux au sol. Puis c'est ça qui me permet de réussir. Mes chutes me rendent plus fort, me permettent de réussir. Si je gagnais toujours, puis que j'étais toujours un gagnant, je n'apprendrais pas. Mm. Comment tu vas apprendre? As-tu déjà vu une équipe sportive gagner tous ses matchs? Tu sais, c'est un peu Non. comme une vie. Là. Tu ne peux pas gagner tous tes matchs dans la vie. Là. C'est impossible. Quelqu'un qui me fait croire ça, qui n'a jamais tombé, je ne le crée pas. C'est parce qu'il ne veut pas l'avouer, qu'il ne veut pas le dire devant les gens, devant le monde, publiquement et tout ça. Mais c'est impossible. Chaque être humain a tombé, a affronté des choses, a eu des deuils, a eu des obstacles. Tout le monde chute dans la vie, mais c'est la façon que tu te relèves qui, pour moi, démontre que tu es un gagnant. C'est pas parce que tu gagnes toujours que tu es nécessairement un gagnant, Kev.
mais c'est la façon que tu vas te relever après avoir mis un genou au sol, deux genoux au sol, qui pour moi me démontre quel type de personne que tu es. Ça démontre beaucoup de caractère. Quelqu'un qui chute, qui se relève, qui revient, qui ne veut pas abandonner. C'est de la persévérance absolue. C'est un courage incroyable d'avouer d'avoir chuté, puis de revenir devant la scène. Wow! Fait que moi, ce dicton-là, je vais le relire, là. C'est bien important, je l'ai écrit. La plus grande victoire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Chose Ah, à retenir. c'est magique. Puis je suis content que tu m'amènes sur cette voie-là. Parce que, ironiquement, hier, j'ai vu justement ma mère, elle a mis ça sur ses réseaux sociaux, une quote du film Karate Kid, celui qui a été fait, je pense que c'était en 2010, dans ces années-là. 2009-2010, peu importe, là. Celui avec le fils à Will Smith. Puis Jackie Chan, à la fin du film, il dit une affaire comme. J'ai jamais vu le film en anglais, parce que dans le temps, à ce temps, j'écoute mes films en anglais, dans le temps, je l'écoute en français. Mais une quote du film en français, c'est la vie peut nous mettre au tapis, mais c'est à nous autres de décider si on veut se relever ou non. Puis c'est drôle que tu me parles de ça parce que c'est similaire comme discours, c'est incroyable. C'était pas stagé, je vous le jure. C'était des fois la vie fait bien les choses comme un peu avec mon coton watté de Slipknot un matin. Mais je suis content aussi que tu me parles de ça parce que j'ai vu aussi dernièrement. T'as-tu vu l'entrevue avec Giannis Antetokounmpo, le joueur des Bucks de Milwaukee, où pas qu'il se pognait avec un journaliste, mais il y a un journaliste qui a posé la même question 2 années de suite en entrevue après une élimination hâtive en séries éliminatoires. Ça te dit-tu quelque chose? Non, je te laisse É- la raconter. Même Écoute, si je l'avais su, j'aurais dit non. écoute, ça fait 2 fois que le journaliste, une année, il a demandé cette question-là. L'année d'après, il demande est-ce que est-ce que tu considères cette année-là comme cette défaite-là comme comment dire pas un échec. Un échec. Tu sais, un échec, c'est gros, là, c'est un gros terme quand même. Là. Lui, il dit Crime, tu me posais la même question l'année passée. Il dit toi, tu penses qu'à chaque fois qu'on perd, comme c'est un échec? Ben non, c'est une continuité vers le chemin de la victoire. En sens, on ne gagnera pas à chaque fois. Tu sais, un moment donné, on a gagné, mais tu sais, d'autres années, ça va être le tour à quelqu'un d'autre. Tu sais. Il dit aux journalistes comme toi, à chaque fois qu'on perd, pour toi, c'est un échec. Là. Là, tu voyais le journaliste un peu patiné, tu sais. Puis au final, il dit, ben non, tu sais, c'est une continuité vers le chemin de la victoire. Tu fais des points, des pas pour aller à cette destination-là qui est la victoire. Tu sais, ça revient à dire ce que je disais, je pense, c'est dans le dernier show, tu sais, il faut que tu vives l'instant présent, tu sais, avec l'émotion du moment, c'est que tu as gagné, tu es content, mais la vérité, c'est que tu ne gagneras pas tout le temps dans la vie. Tu sais, tu vas avoir des step back, tu vas tomber au sol, mais l'important, c'est de se relever, se retrousser les manches, faire comme, garde, j'en veux d'autres victoires, fait faut que tu fasses des pas par en avant pour t'en donner Exact. les moyens. Puis, tu sais, Michael Jordan, là, il y a quoi? Il y a 6 bagues? Il y a 6 bagues? Ouais. Ouais, 6 bags. Tu sais, oui, il n'a jamais perdu en finale. Michael Jordan, si je me trompe, me semble, il n'y a aucune défaite en finale. Mais tu sais, dans Aucune sa vie, défaite en finale. exact, il y en a eu des revers pareils dans sa vie. Là. Il n'a pas juste eu des victoires. Puis il l'a dit souvent, Michael Jordan. C'est par nos revers, par l'adversité qu'on apprend pas tout le temps en gagnant. Là. C'est le même principe qu'avec ton dicton. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. C'est pour ça que moi, même si LeBron James a perdu, si je ne me trompe pas, 5 fois en finale, il y a 5 bagues, il a perdu 5 fois. Il y a des gens qui le critiquent face à ça, mais il est quand même allé 10 fois en finale. Jordan, t'es allé 6 fois, mais les autres fois qu'il a fait les playoffs, il n'a pas été en finale. Fait que ça aussi, c'est une élimination, tu comprends, avant la Ouais. finale. Ça fait que bref, mettre le genou au sol pour moi, puis se relever se relever avec beaucoup de panache, démontrer du caractère, ça, c'est une grosse victoire pour moi. Mais, hein, puis tu sais, pour faire une petite parenthèse avec LeBron James, le nombre de fois qu'il a traîné son équipe en finale, là. Tu sais, au basket, oui, c'est un concept d'équipe, mais faut que tu ailles quand même un étalon pour traîner la barque. Ben, pas la barque, mais le- la calèche. Parce que sinon, ouais, je pense pas que Ben, ça fait bon. la NBA, le basket, tout court, c'est le sport où une grosse vedette peut t'amener à quelque part plus que dans les autres sports. Exact. Ben, c'est ça. LeBron, il a traîné X nombre d'équipes, c'est en finale. C'était fabuleux, c'est Exact. incroyable. Puis tu sais, LeBron James, il a travaillé fort toute sa vie pour se rendre où il est aujourd'hui. C'est le meilleur pointeur de l'histoire de la NBA. Chapeau à lui. C'est un joueur incroyable. Il a réalisé un rêve. Mais tu sais, toi, je sais que tu as renoncé à un rêve
pas loin de la vingtaine, un peu avant, puis que malheureusement, ton anxiété a fait comme non, ça n'arrivera pas. Fait que je voulais que tu abordes ce sujet qui m'intriguait beaucoup. Ouais, puis il faut expliquer qu'à ce moment-là, je ne suis pas médiqué parce que j'ai été médiqué à partir d'environ 34 ans peut-être, là, si ma mémoire est bonne, 34-35 ans, dans ces coins-là. Mais là, c'est ça, à cette époque-là, j'étais un jeune homme très, 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 très anxieux. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans le camionnage. Mon père avait son propre camion. Fait que j'étais toujours dans le garage avec lui. Même à 7, 8, 9 ans, j'allais passer du temps dans le garage. Puis quand je suis tombé là, à 11, 12, 13 ans, je me suis mis à. C'est moi qui lavais le camion. Puis après ça, c'est moi qui faisais l'entretien avec mon père. Il m'éduquait là-dedans. Notre garage où était notre camion, il était d'un rang. Fait qu'à partir de 14 ans, j'allais me promener avec le camion dans le rang pour me pratiquer à chauffer. Tu sais, oui, quand j'étais jeune, j'ai joué au baseball, j'ai joué au hockey, j'ai joué au basket. C'est des sports qui me passionnaient énormément. Ça me passionnait beaucoup, beaucoup, là, puis ça prenait beaucoup de place, le sport. Ma chambre était tapissée plus jeune de, de, de trucs de sport. Mais quand je me suis mis à arriver à la préadolescence, 12 ans, c'est là que les camions ont encore pris plus de place dans ma vie. Ma chambre était décorée de cadres de camions. J'avais un CB là, tu sais, pour parler dans ma chambre. Puis je parlais avec un de mes meilleurs amis à cette époque-là. On se parlait tous les soirs. J'avais un petit camion. Fait que je m'amusais à travailler avec mon petit camion dans ma chambre et tout ça. Fait que, tu sais, ça a pris énormément de place. Puis à cette époque-là, là, j'ai 12 ans à peu près, là, je Mhm. mange des camions, puis il n'était pas question que je m'en aille vendre des chars, que je devienne journaliste sportif. Pas en tout, c'était pas dans ma tête. Moi, j'étais élevé dans le camionnage, c'était ça que je voulais faire de ma vie. C'était clair, net et précis. Il n'y avait rien d'autre qu'il y avait rien, là, c'était ça, that's it, that's all. C'était clair dans ma tête. J'allais à l'école au secondaire. Puis, tu sais, ce que je faisais dans mes cours, je dessinais des trucks. Je dessinais des trucks. Puis là, j'étais en art plastique, puis le prof nous demandait de dessiner, mettons, une maison. Mais moi, je dessinais un truck. Là, il venait me voir. Hey, j'ai demandé de faire une maison. Oh, oui, mais je fais le truck avant. Après ça, je vais faire la maison. C'était toujours axé sur les trucks, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ces heures de midi, j'allais voir les trucks dans les concessionnaires. J'allais voir mon père parce que mon père faisait du Lassa à Montréal. Je charriais OK. pour Ultramar. J'allais le voir le midi quand il arrivait. Il arrivait pour domper son voyage, comme on dit. J'allais le voir. Je retournais à l'école après. Je te le dis, j'avais des congés. J'allais en truck avec mon père. C'était ma vie. C'était ça que je voulais faire. C'était décidé dans ma tête. Puis là, le secondaire avance, avance. Puis moi, c'est les camions, puis les camions. Puis je m'habille. Tu sais, je m'habille en gars de truck, là. Tu sais, avec des chaînes, puis des bracelets en or. Puis tu sais, le look trucker, là, un peu cowboy, si on veut, là. Fait que c'était vraiment ça que je voulais. Puis j'arrive vers 14-15 ans, puis mon père me dit, petit gars, si tu as ton secondaire 5, puis que tu fais ton cours de mécanique, ben après ça, je t'achète ton truck. Mon père avait son truck, puis lui, il m'a dit, si tu as ces deux réussites-là, je t'achète ton truck. Tabarnak. Il m'a dit ça, j'étais peut-être en secondaire 4, Kev. Imagine le bonheur dans les yeux d'un petit gars, je ne sais pas c'est quoi qu'on a en secondaire 4, 14 ou 15 ans à peu près, 15 ans. Les yeux, là, hey, j'ai dit, Christy, c'est une mission qui va être facile, mais difficile, parce que je ne tripais pas sur l'école, mais j'étais bon. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais coulé une année, là, tu sais. Mhm. Puis j'étais bon en français, j'étais bon dans les matières que j'aimais, j'étais très fort. Dans les matières que j'aimais pas, j'étais so-so. Fait que bref, je réussis mon secondaire 5. Je m'inscris en mécanique de véhicules lourds routiers parce que c'était important pour mon père que je me débrouille en mécanique parce qu'on essayait de tout faire nous-mêmes. Fait que je fais mon cours de mécanique qui durait 1 an et demi. Ça a été super bien. J'ai été l'un des meilleurs élèves du cours et tout ça. Et là, à la suite de mon cours, il me restait peut-être 1 an et demi avant d'avoir mes permis. Puis là, un de mes chums, mon meilleur chum d'enfance, à qui je parle toujours aujourd'hui, qui est camionneur parce qu'il a réussi, lui, à faire le métier qu'on rêvait, il était un peu plus vieux que moi,
Puis il est allé suivre un cours à Drummondville qui faisait en sorte que tu pouvais avoir tes permis de camion 1 an d'avance si tu faisais ce cours-là. C'est un cours spécialisé que tu faisais. Fait que là, moi, ça m'allume une cloche. Tabarnak. Puis ce cours-là coûtait à cette époque-là 3500$. Moi, j'avais beaucoup d'argent de côté parce que j'ai travaillé pour mon père toute ma jeunesse, puis il me donnait un montant d'argent, puis je travaillais pour un autre camionneur, un de mes amis, il est plus vieux que moi, mais je travaillais pour lui qui me donnait des sous aussi. Fait que j'avais l'argent pour aller faire ce cours-là. J'ai dit, c'est sûr, je vais faire ce cours-là, je vais avoir mes permis de troc 1 an d'avance. Hey, parfait. Fait que je m'en vais faire ce cours-là. Super bien, j'ai été le meilleur du cours parce que ça faisait longtemps que je chauffais avec mon père, tu sais. Puis en revenant du cours, il fallait que je fasse un stage de temps d'heures. Je ne me souviens plus du nombre d'heures. Fait que moi, mon stage, je l'ai fait avec mon père. Fait qu'on chauffait en team, en équipe. Fait que je fais mon stage. Puis pendant le stage, on s'en va pour commander le camion. Je choisis la couleur, puis tout le kit. Puis on a trouvé aussi que je m'en allais travailler avec le camion, puis tout. Et là, la chienne, mon chum, la grosse chienne me pogne. Puis j'étais stressant dedans, là, c'était épouvantable. Mais je ne le disais pas à personne. Parce que pourquoi j'avais la chienne? L'endroit où j'allais travailler, qui était l'un des amis à mon père, c'est des bitrains qu'il y a. Tu sais, un trailer avec 2 parties, là, si on veut. Là. C'est quand même dur à chauffer et à reculer. Puis en plus, c'était un job où tu allais aux États-Unis. Moi, pas anglais, pas en tout. Je parlais, là, je me débrouille, mais à cette époque-là, j'étais nul à chier. C'était yes, no toaster. Même à ça, là, je ne savais même pas ce que toaster voulait dire quasiment. Là, tu sais. Fait que je commence à pogner à la chienne. Puis là, ma première, pas ma, ben, la blonde avec qui j'étais à cette époque-là, nous, on habitait à La Sarre. Elle s'en allait au cégep à Rouen, parce qu'à La Sarre, c'est un village de 8000 habitants, fait qu'il n'y a pas de cégep. Fait qu'elle, elle s'en va au cégep à Rouen. Moi, j'étais en train de pogner à la chienne là, des trucks, là. En raison de tout ce que je viens de mentionner, j'ai peur. La peur me pogne, mon gars. Puis ce que j'ai trouvé à faire pendant cette peur-là, c'est de m'enfuir, évidemment. Tu sais, tu connais la fuite, c'est le meilleur remède pour éviter de traverser ta peur puis la vaincre ta peur, tu sais. Fait que moi, je me suis sauvé. Je dis encore une fois parce qu'au préalable, c'est arrivé souvent que je me sauvais. Là, je me suis sauvé. Je ne l'ai pas dit tout de suite. Je suis déménagé à Rouen avec mon ex-copine. J'habitais à Rouen, mais je continuais à travailler pour mon père. J'allais faire l'entretien du camion et tout ça. Mais là, à un moment donné, il a fallu que j'aille passer mon test parce que mon stage est fini. Il faut que j'aille passer mon test de conduite. Puis ça n'a pas été évident. Moi, j'ai pris le camion avec le tanker, la citerne, parce que c'est du matériel explosif que mon père transportait. Fait que je suis seul, là, mon père n'est même pas là, je n'ai pas mes permis. Fait que je pine le camion sur la citerne, je m'en vais à la SAC, seul, avec le camion, parce que j'étais habitué, là, tu sais, pour passer mon test. J'arrive là, puis le gars qui fait passer le test sort dehors, puis il dit, ben là, on ne peut pas passer le test. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu as une citerne. Là, je dis au bonhomme qui était là à cette époque-là, c'est parce que tu nous connais, là. Tu sais, on est qui, là. Tu le savais que je m'emmenais ici avec un tanker, là. Ben, en tout cas, je m'excuse, mais on ne pourra pas passer. Je ne pensais pas que tu allais venir avec la citerne. Ben, ouais. Tu voulais que je vienne avec quoi? Fait que, bref, je suis retourné. Là, ça commençait à être un signe que est-ce que je suis dû pour faire ça réellement? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que je suis dû pour faire ça réellement? Fait que là, on a remis un autre rendez-vous. Je me suis trouvé un autre camion et un trailer qui était un de nos amis. Genre, 1 mois plus tard, j'y retourne. Je fais l'inspection mécanique avant qu'on parte avec l'essai routier. On rentre dans le camion, la ceinture pour m'attacher est brisée. Deuxième fois, je ne peux pas passer le test. Ah ben, tabarnak. Je retourne bredouille tout seul avec le truck, stationne ça. Là, j'ai dit, crime, ça n'a pas de bon sens, mais il dit jamais 203 en Kev, c'est un dicton qui existe, ça. Fait que, on reprend notre rendez-vous. Cette fois-ci, ça n'a pas donné parce que mon rendez-vous était le lundi, puis mon père, il a dû partir le dimanche avec le camion. Tu sais, on s'est organisé
Je prenais le camion à mon père avec le trailer à un de nos amis. Fait que tout fitait. Mais mon père a dû quitter plus tôt parce qu'il y avait une urgence. Fait que on a annulé le rendez-vous. Fait que là, à partir de là, j'ai dit c'est terminé. Puis en plus, j'avais la chienne d'avoir mon propre camion que mon père m'achetait pour aller vers un bitrain, on appelle. Donc, une remorque qui a 2 trailers. Une remorque qui a 2 remorques, dans le fond. Remords des remords! Ah! Hey, je suis plus capable de l'entendre, Seigneur. Oh, J'aime ton clin d'œil, Marc Dupré. Colin. Remorque des remorques. Ah non, mais Chris, ça fait juste jouer à TV dernièrement. Je disais à mes chums récemment, je suis plus capable. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça reste dans la tête, c'est catchy. Ouais, Colin. ça reste dans la tête en crise. Fait que, Bref, continue. fait que c'est là que je me suis dit, jamais 203, puis j'ai la chienne. De toute façon, j'ai peur, puis je ne suis pas capable de le faire. Je le fais pas, j'abandonne, je me tourne vers autre chose. Fait que c'est là que j'ai tout abandonné, le rêve que j'avais depuis tout jeune, que je me suis dit, j'abandonne. Puis j'ai pas mis un genou au sol, là. Cette fois-là, j'ai abandonné un rêve par peur. La chienne. J'avais la fucking chienne. Mais là, je ne sais pas trop que c'est de l'anxiété, moi, à cette époque-là. Puis je ne sais pas trop que c'était la chienne. Puis tu sais, je l'ai su plus tard que j'ai réalisé, tabarnak, OK, je suis comme ça. Parce que là, je ne savais pas que j'étais anxieux, Kev, à ce moment-là, sérieusement. J'avais fait des crises d'angoisse plus tard dans ma jeunesse, qu'on mettait ça, c'est la faute du stress, c'est le stress, c'est le stress. Puis on balayait ça, c'est le stress. Fait que toute ma jeunesse où je faisais de l'anxiété, c'est un petit stress, c'est normal, c'est un petit stress. Mais dans le fond, il aurait fallu que je sois soigné depuis tout jeune, puis je ne l'ai pas été. Fait que plus tard, dans ma vie d'adulte, je me suis rendu compte que j'avais une forme d'anxiété. Je ne savais pas laquelle, mais je savais que j'étais anxieux parce que quand il y avait des obstacles qui étaient énormes, je me défilais. Je les défiais pas, je me défilais tout simplement. C'est arrivé souvent que je me suis défilé là, par peur, là, complètement défilé par peur. Tu sais, puis c'est pour ça que cette anxiété-là, puis quand j'ai eu des deuils, que ce soit de ma grand-mère ou de ma première séparation, ou j'y vivais pas non plus parce que j'avais peur d'y vivre, Kev. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je fuyais, je me tournais vers autre chose. Tu sais, j'en ai parlé à un des shows. Je me tournais vers autre chose pour pas vivre ce que j'avais à vivre. Ça, je l'ai fait extrêmement souvent, puis je l'ai fait pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans de ma vie adulte, là, Kev. Là. Ça a été récurrent de je fuis un problème, puis pour le fuir, pour ne pas le vivre, je vais m'embarquer intensément dans autre chose. Fait que ça a toujours été ça, ma vie. Ça a toujours été un tournant comme ça jusqu'à un moment donné où je suis devenu médicamenté, où j'ai compris des choses, mais même médicamenté, c'est tout récemment que j'ai appris que souvent, des grosses situations, je les fuyais. Je t'ai parlé du deuil de Derek Aucoin. Je l'ai détourné. Oui, je l'ai vécu à ma façon, mais je n'ai pas affronté ce que je devais affronter. Non, je comprends. Puis, tu sais, ça m'amène à faire un parallèle. Tu sais, on parlait justement à des shows que, tu sais, je pense que c'est après la Bionda, quand tu es allé travailler pour placer de la bière, puis tout ça, là, ça peut-tu avoir un lien, ça, en le sens que tu te sois pitché là-dedans, parce que tu veux pas, tu sais, tu transportais de la bière avec un camion, si je me trompe pas. Fait que c'était peut-être pour toi un parallèle de faire, peut-être que je suis dû finalement pour faire ish camionnage. Ça se peut. Exactement. Ok, ben c'est ça. Exactement ça. Tu as touché le point sensible. Moi, tu sais, j'arrive, je suis face à un mur, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus, je me cherche, je tourne en rond, qu'est-ce que je fais? Je retourne travailler chez l'ami 6 mois, ça ne marche pas, je me retire, en arrêt de travail. Après ça, il faut que je me trouve quelque chose. Ah, livrer de la bière, crime, ça pourrait être cool, ça, parce que je vais faire de la route, je vais me sentir comme si j'étais dans mon camion, comme quand j'étais jeune et tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, en réalité, le problème, c'est encore une fois que je ne voulais pas l'affronter parce que le vrai problème, l'ancrage de tout ça, c'était le fait que je n'avais pas fait mon deuil de Derek. Puis les gens de la famille à Derek
qui m'en voulaient ou me pardonnaient pas, ça affectait mon cerveau, puis j'ai pas été consulté directement pour soigner ça. Fait que je l'ai fait là, tout récemment là, pour comprendre qu'est-ce qui se passait, puis on a mis le doigt là-dessus. Puis là, j'ai pris des démarches, puis j'ai écrit une lettre à qui de droit aux gens près de Derek. J'ai eu des réponses positives. Tu sais, j'ai compris c'était quoi là qu'il fallait que j'affronte. Oui, oui, Kev, je suis d'accord, puis tu me l'as déjà dit, je pouvais pas le vivre d'une autre façon, l'histoire avec Derek. Parce que j'étais pas dans des dispositions pour pouvoir l'aider, étant moi-même dans un gros trou. Et tout ça, j'étais pas apte, j'étais pas capable. Ça, je l'accepte amplement. Par contre, j'avais des choses que je devais affronter, dont des gens de sa famille qui étaient en désaccord avec ce que j'avais fait. Mais je les ai détournés au lieu d'aller leur parler directement au début. J'ai détourné par peur que ça ne fasse pas mon affaire, ce qu'ils vont me dire. Tu sais, c'est toujours la peur qui vient de paralyser. Puis mon anxiété d'anticipation fait en sorte que j'anticipe ce qu'ils vont me dire. Fait que, oh, je vais détourner. Puis là, je vais me mettre à faire plein d'affaires pour oublier ça. Puis quand je te dis plein d'affaires, tu es bien placé pour le savoir que j'ai fait plein d'affaires. Puis toi, tu ne sais pas, là. Tu sais, qu'est-ce que Jeff fait là? Ben là, j'imagine, peut-être que c'est ça que tu disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis nanana. Mais ce qui se passait, c'est que je camouflais une blessure parce que j'avais la chienne de l'affronter. Fait que pour l'oublier ou penser l'oublier, t'embarques dans plein d'affaires. Puis là, t'embarques dans une affaire intensément, mais c'est pas toi. Fait qu'au bout de 6, 7, 8 mois, tu finis par débarquer. Là, t'embarques dans une autre affaire, tu te rends compte, calique, qu'est-ce que je fais là? Tu débarques, t'embarques dans une autre affaire. Fait que c'était vraiment un tournant. Puis ça a fait ça toute ma vie, là, Hmm. pour éviter. Tu sais, quand j'étais jeune adulte, quand j'ai tout lâché les camions, à partir de 20 ans, je peux te dire que j'en ai essayé des affaires, puis j'ai essayé des passions, puis j'ai essayé ci, puis essayé ça, avant de comprendre ce qui m'était blessé réellement, ou c'était quoi ma peur, ben je la camouflais en faisant plein, 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 plein d'affaires qui n'étaient pas réellement moi. Tu sais, quand je dis que j'ai jamais été réellement moi pendant une grosse partie de ma vie, là, je fais pas de joke avec ça, c'est ça qui est ça, là. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai fini par consulter pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé à 18-19 ans. Fait que là, on a été capable de soigner ça. Puis après ça, je me suis médicamenté. J'ai été capable de comprendre certaines choses, mais ça m'est arrivé de l'échapper pareil par après ça, malgré les médicaments, malgré les consultations, parce que les consultations que je faisais, des fois, ça soignait des choses, mais c'était pas tout à fait ça que je recherchais. Puis c'est rendu à l'âge de 41 ans que là, tu te mets face à toi-même pour de vrai, là. Pour de vrai, Kev. C'est dur sur l'orgueil avouer que tu n'as jamais été toi, puis que tu as toujours détourné, puis tu t'es créé des personnages puis des passions parce que tu contournais des peurs que tu avais puis que tu ne voulais pas affronter, des deuils. Tu sais, c'était comme ça. Puis à 41 ans, j'ai découvert une psychologue spécialiste elle était capable vraiment de m'amener ailleurs, puis de vraiment comprendre, puis de faire des actes concrets pour soigner la peur ou le deuil que je devais faire. C'est pour ça qu'on a step back de 4 ans, qu'on est revenu avec l'histoire avec Derek, qu'on l'a tout travaillé, que j'ai pris les procédures d'écrire des lettres, toutes ces choses-là, c'est venu sur le tard pour comprendre. Puis là, j'ai affronté des peurs, des craintes, des deuils, mais c'est quelque chose, s'avouer ça à 41 ans, Kev. Tu sais, j'ai 41 ans de ma vie où je n'étais pas Jeff Drouin ou Jean-François Drouin, tu sais. J'arrive à 41 ans, puis là, j'ai eu 43 il n'y a pas longtemps. Je suis en train de travailler pour retourner sur mon X, continuer à m'approcher en faisant des actes concrets, en affrontant mes peurs, tu sais, parce que j'ai eu les outils, puis maintenant, je les utilise. Fait que tout ça m'a mené au Jeff que je suis aujourd'hui, puis que je suis content d'être. Tu sais, je regrette pas de ne pas chauffer des camions parce que, tu sais, j'ai découvert que les médias, la communication, bloguer, le coaching
aider les enfants à devenir de meilleures personnes, de meilleurs joueurs, que c'est ça qui était comme moi. Fait qu'aujourd'hui, c'est en ce sens-là que je travaille, puis je m'organise pour m'avoir une structure pour pouvoir réussir à demeurer dans ce cercle-là, tu comprends? Fait que un gros parcours pour m'amener à où je suis aujourd'hui, d'un gars qui est de plus en plus heureux avec soi-même, puis qui se comprend de plus en plus, puis qui sait comment affronter les choses, versus avant, qui était un esti de pissou qui fuyait les choses. Ah ouais, puis à cette heure, tu te poses pas mal plus de questions, tu sais, en sens, tu vas plus faire comme bon, ben je calisse cela, puis c'est fini. Tu vas te remettre en question, tu vas faire comme bon, ben c'est quoi qui a mené à ce sentiment que j'ai aujourd'hui, tu sais, tu vas être amené à t'interroger et non faire comme OK, non, faut que je sorte de là absolument, puis tu sais, puis je dis pas que tu peux pas te questionner à savoir comme hey, est-ce que je dois m'en aller, puis s'en aller, se retirer, ça veut pas dire prendre la fuite, ça veut dire, je pense que Exact. c'est une façon de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de son environnement, puis en prenant soin de soi, tu prends soin des autres. Mais je pense que dans ce contexte-ci, maintenant, aujourd'hui, tu t'interroges pas mal plus, puis tu es pas mal plus en mode, regarde, c'est quoi la source du problème? Tu sais? Fait que c'est ça la différence entre Jeff, 43 ans, puis Jeff, 19 ans, quand il a pas voulu chauffer des camions pour X, Y raison que tu viens de raconter. Là. Ouais, exactement. J'aime beaucoup ton point là-dessus, Kev. Merci. Toujours un plaisir d'échanger avec toi et tous ceux qui nous écoutent. Puis, dans mon envolée verbale, Kev, j'ai parlé de deuil. Ouais. Puis moi aussi, j'ai eu un. Parce que tu me dis, Jeff, je veux parler du deuil de ma grand-mère. Moi aussi, j'ai eu le deuil de ma grand-mère à faire. J'avais 20 ans. Fait que c'est Mm. arrivé pas mal en même temps que j'ai lâché les camions. Fait que ce deuil-là, évidemment, je l'ai fait sur le tard, tu sais. Mais je veux que tu me parles de ça parce que ça aussi, je le sais que ça va me toucher. Puis ça va peut-être me permettre de mettre vraiment un point d'exclamation sur mon deuil à moi de ma grand-mère. Écoute, c'est probablement un des sujets les plus délicats que je vais aborder ici là, sur le show parce que puis je savais que j'allais en parler éventuellement, mais je savais pas quand. Parce que sérieusement, il y a bien des sujets, tu sais, dans ma vie qui sont comme, je veux pas dire tabou, mais que c'est comme, ça va être un peu plus tough là, de stepper up puis d'aborder ces cordes sensibles-là. Moi, il faut savoir, ben, je pense que je l'ai mentionné une couple de fois, tu sais, mon père n'a pas tant été présent, tu sais, étant plus jeune. Fait que ma grand-mère a eu un rôle très, très significatif dans ma vie. Puis je parle de ma grand-mère, la mère à ma mère. Là. Puis ça, c'est probablement la personne la plus forte que j'ai connue de ma vie. C'était une force de la nature, là. Genre, s'il y avait une description en dessous de cette expression-là dans le dictionnaire, ben son nom serait écrit en dessous, c'est certain, là. Force de la nature, c'est sûr. Puis il faut savoir, ma grand-mère, c'est ça, elle était présente quand je suis venu au monde, tu sais, c'est pas mal elle qui a fait le rôle de mon père, si tu veux, tu sais. Ma grand-mère, c'était le pilier de la famille, tu sais, tout le monde allait chez ma grand-mère pour se rassembler, autant dans le temps des fêtes, peu importe pourquoi, pour aller jouer aux cartes, whatever, tu sais, c'était vraiment le pilier, celle qui rassemblait les gens, puis tu sais, justement, tout le monde était autour de ma grand-mère, puis tout le monde voulait être là, tu sais, parce que c'est une rassembleuse, c'était une leader à sa façon, tu sais, elle a élevé ses enfants pas mal tout seul. Tu sais, mon grand-père, que j'en ai déjà parlé aussi, parce que mon grand-père Bernard, c'était son mari. Ouais. Il n'a pas été un père parfait, mon grand-père, mais il s'est repris en étant un bon grand-père avec moi. Fait que bref, petite parenthèse. Mais ma grand-mère, elle a élevé ses enfants tout seul, parce que, dans le fond, ma mère, elle a 2 frères. Fait que, elle a élevé ses 3 enfants tout seul, tu sais. Puis c'était vraiment quelqu'un qui pas beaucoup de moyens, tu sais, limite, tu sais, on vivait limite dans la pauvreté, là. Tu sais, pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour dans cette famille-là. Puis, tu sais, elle prenait pas nécessairement soin d'elle, de sa santé physique. Tu sais, elle faisait du diabète, tu sais, puis Dieu sait que cette maladie-là, si tu n'en prends pas soin, ben, il peut y avoir des dommages assez ravageurs. Tu sais, justement, ma grand-mère, elle prenait pas vraiment soin d'elle, tu sais. À un certain point dans sa vie, quand elle était plus jeune, tu sais, elle prenait soin d'elle, prenait ses médicaments. À un moment donné, ben, tu sais, c'est sûr que quand tu es diabétique, puis à un moment donné, la maladie évolue, ben, tu te piques à l'insuline, tu sais, puis c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, moi,
quand j'étais plus jeune, je portais pas vraiment attention à ça, mais disons, après la dizaine, j'ai commencé à réaliser que comme ma grand-mère prenait vraiment pas soin d'elle, tu sais. Mangeait n'importe quoi, n'importe comment, tu sais. Mettons qu'elle se faisait, parce que, tu sais, elle veut pas, c'est une autre époque. Je sais pas si aujourd'hui ça se fait encore. Appeler au dépanneur pour passer des commandes, tu sais. Ma grand-mère, elle passait tout le temps des commandes, puis c'était souvent de la cochonnerie qu'elle commandait, tu sais. Mettons, parce que, tu sais, à cette époque-là, c'est une autre époque. Tu sais, c'est une autre mentalité, mais qui n'était pas vraiment éduquée sur l'alimentation. Tu sais, souvent, elle commandait des palettes de chocolat, des chips, des popsicles avec genre 60 grammes de sucre dedans. Tu vois le genre, là. Tu sais, elle était diabétique, là. Yeah, elle se tapait ça d'une soirée, là. Puis, petite parenthèse, un moment donné, elle avait fait un test, tu sais, avec la machine. Là. Je sais pas comment ça s'appelle là, exactement, mais ça avait fait son test de diabète. La machine avait indiqué erreur tellement que son diabète était haut, là, cette journée-là. Sacrément. Ah non, c'était débile. Là. Moi, elle m'avait compté ça. Je dis, pardon. En tout cas, ça vous donne une idée à quel point elle prenait pas soin d'elle. Là. Puis, juste une autre petite parenthèse, ma grand-mère, dans le fond, est décédée en 2014. Tu sais, j'avais 17 ans. Puis, justement, ultimement, c'est à cause qu'elle prenait pas soin d'elle qu'elle est décédée parce que au fil des ans, comme j'ai dit, avec le diabète, ben, ça va engendrer plusieurs dégâts corporels. À un moment donné, elle s'est fait couper une jambe, puis après ça, elle n'a pas vraiment plus pris soin d'elle, là. Fait que, tu sais, à cause. La fois, sa jambe, elle s'est fait couper la jambe parce qu'elle avait de la gangrène, là. Sa jambe était pourrite, Ah, ouais. était affreuse. Oh, je te jure, là, c'était épouvantable. Fait qu'elle a perdu sa jambe, puis après ça, elle a commencé à prendre un petit peu plus soin d'elle. Mais après ça, elle est retombée dans ses mauvaises habitudes. Puis il faut savoir aussi que ma grand-mère, c'était une très grande fumeuse. Sans joke, là. Je peux pas mettre de nombre de paquets de cigarettes par jour là, sur sa consommation. Mais tu sais, elle achetait des cartoons là, aux réserves indiennes. Fait que, tu sais, c'était comme des paquets de 200, puis elle pouvait sérieusement fumer pas loin d'une moitié là, en une journée. Là. Sérieux, elle fumait, là, elle l'éteint, elle Elle en se reprenait rallumait. un autre après. Hey. Toute Comme la on journée. dit, comme on dit, elle s'allumait avec ses botches. Ben, quasiment, même. Toute la journée, c'était ça. Fait que si tu la fumée en dedans, qu'est-ce que tu penses? On rentre là, si tu rentres là 2 minutes, tu ressors ton linge sans cigarette, puis tu craches, tellement qu'elle fumait. Je te le dis, c'est débile. C'est débile. Puis, c'est ça. Dans le fond, elle a perdu sa jambe, puis elle a commencé à prendre un peu plus soin d'elle. Tu sais, elle avait même pour but de, justement, faire de la rééducation, puis tout, parce que là, elle avait une prothèse, hein, tu sais, pour marcher, puis tout. Puis finalement, elle a Ouais. tout. Elle a comme on dirait qu'elle a lâché prise, là, tu sais, comme garde. On dirait que c'était trop difficile, comme, de prendre soin d'elle. Fait que c'est comme de laisser aller encore plus. Puis finalement, tu sais, elle était en chaise roulante, là, vu qu'il manquait une jambe. Elle sortait pas même de chez eux dans ses dernières années de vie. Puis elle avait pas de qualité de vie, là. Je pense que dans les 2, 3 dernières années de sa vie, je sais même pas si elle a sorti une fois de chez eux. Là. Elle était tout le temps en dedans. Ah non, c'était fou, là. On l'a vu dépérir, ma grand-mère. C'était débile. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, là, parce que dans le fond, moi, j'ai habité Chaudière-Appalaches de 2006 à 2011. Parce qu'en 2011, on a décidé de revenir en ville. Parce que moi, j'habite à Montréal. On a décidé de revenir en ville justement parce que ma grand-mère, on savait qu'il ne restait pas énormément d'années à sa vie vu que ça ne prenait pas soin d'elle. Ça, c'était le genre de personne qui, à chaque année, on était comme, bon, elle ne passe pas les fêtes cette année. Tu sais. C'était ça, ma Je vois, grand-mère. Tu sais, tellement hein? je vois le genre. Ben, c'est ça, tu sais, c'était ça, ma grand-mère. Fait que, ben, c'est ça. Ben, tu sais, un moment donné, ben, c'est arrivé. Tu sais, un moment donné, 2014, elle était vraiment maganée. Son autre jambe, elle commençait à être noire. Elle était sur le bord de se faire couper la jambe, sa deuxième jambe. Puis finalement, juin 2014, elle s'est tapé, je pense qu'elle s'est tapé une crise cardiaque. Puis c'est ça, elle est rentrée à l'hôpital. Puis quand elle est ressortie de l'hôpital, elle avait une patch. OK? Elle avait une patch, puis elle avait oublié de l'enlever parce qu'elle n'aurait jamais arrêté de fumer, ma grand-mère. Puis quand elle est ressortie de l'hôpital, elle avait oublié d'enlever sa patch, puis elle a pris une cigarette, puis elle s'est retapée une autre crise cardiaque, puis finalement elle est retournée à l'hôpital, puis elle est jamais ressortie. Tabarnak. Puis dans les derniers jours de sa vie, man, c'était. Tu sais, quand tu vois la personne, parce que je vais dire la personne qui t'aime le plus au monde, je mets à part, mettons, à part mes parents, à part ma mère, mettons, là, c'est la personne que j'aimais le plus au monde quand tu vois, tu sais, déjà, tu l'as vu dépérir au fil des années. Parce que, tu sais, je suis revenu en 2011 à Montréal, puis en 2014, elle est décédée. Fait que j'ai eu 3 ans que j'étais comme pas mal tous les jours chez ma grand-mère, on jouait aux cartes, je prenais soin d'elle. Fait que, tu sais,
ça faisait mal d'avoir dépéré comme ça, puis c'était pas facile, là. Puis, tu sais, moi, je sais pas, là, ça a comme, pas que ça a tué une partie de moi, mais je savais pas trop comment vivre ça. Fait que, tu sais, je m'éteignais à petit feu, là, à l'avoir de même, tu sais, puis c'était tough, tu sais, c'est une morale, là. Tu sais, aller à l'école, puis vivre ton quotidien en sachant que, tu sais, la personne que t'aimes le plus au monde, encore une fois, je le répète, est en train de dépérir, ben, c'est pas facile, là. Tu sais, puis tu sais pas quand elle va partir. C'est pas évident. Fait que les derniers jours de sa vie, au mois de juin 2014, on était tous, tu sais, dans les familles, il y a toujours des conflits, là, on va s'entendre là-dessus. Tu sais, une famille fait pas exception à une autre, là. C'est tout le temps la même affaire, tout le temps des petits conflits. Des fois, c'est pour des niaiseries par-ci et là. Fait qu'il y avait une couple de conflits en famille à ce moment-là. Tout le monde s'était réuni autour du lit à ma grand-mère, une couple de jours avant qu'elle meure, tu sais. Fait que, avant qu'elle meure, elle a eu le droit d'avoir toute sa famille autour d'elle. Ouais, tu sais, c'était vraiment, on a passé des beaux moments les derniers jours. Mais mes deux oncles, ils n'ont pas été capables de rester jusqu'à la fin. Eux autres, ils ont pété une fuse, puis ils ont dit, regarde, moi, je reste pas, puis sérieusement, parce que tu sais, veux pas, c'est une couple de jours en ligne, tu dors pas ou presque, ta grand-mère, ta mère est sur le bord de mourir. Fait qu'il y a eu des petites frictions qui se sont faites à l'hôpital, avec mes oncles ont pété des fuses, puis sont partis. Puis, ils ont pris la décision de ne pas rester jusqu'à la fin, jusqu'à ses derniers moments de vie. Puis, après, je me souviens, 2014, c'était ma première job que je venais d'avoir. Là, ça faisait comme 3 mois que je travaillais chez Métro. J'étais un emballeur, puis à chaque soir, quasiment, que je travaillais, ma mère m'appelait. Bon, OK, c'est la dernière nuit, là, à part à soir. C'est comme arrivé 2, 3 fois que justement, elle n'était pas partie ce soir-là tellement qu'elle était tough. Là. Tu sais, sérieusement, elle était quasiment pas réactive. Elle était pas légume, là, parce que, tu sais, ma grand-mère, je dis, elle était extrêmement forte. Elle était quand même là, mais elle s'éteignait de plus en plus. Fait que là, à chaque soir, ma mère, hey, faut que tu t'en viennes, là, à part à soir. Moi, je travaillais le soir, tu sais. C'est arrivé trois soirs de suite. OK, à part à soir. J'arrivais à l'hôpital, là, elle passe la nuit. Fait que là, c'était tough sur le moral, là. Mais là, la nuit que c'est Oui. arrivé pour vrai, là, je regarde mon superviseur, je dis, je pense que c'est vraiment à soir que ça va arriver, là. C'est lui, il me dit, non, vas-y, Pierre, je vais te couvrir, tu sais. Parce que tu as des tâches à faire quand tu es un emballeur de soir dans une épicerie, pour ceux qui ne savent pas. Puis là, mon petit superviseur dit, non, vas-y, tu sais. J'arrive à l'hôpital, puis là, j'avais un feeling, que c'était la dernière soirée, là. J'étais comme, ça se passe à soir. Puis c'est ça, là, dans le fond, eux autres, ils ont donné de la morphine, justement, jusqu'à la fin pour l'aider à partir, parce que c'était son souhait, tu sais, ses reins étaient finis, il y a des problèmes de cœur, il n'y avait plus rien à faire, là. C'était fini. Puis son cœur, man, il a toffé jusqu'à la fin, là. Il était vraiment fort, son cœur, là, tu sais, pour toffer toutes ces années-là, pas prendre soin d'elle, parce que quand tu fais du diabète, justement, ça atteint le cœur, les reins, Ben ça oui. affecte tout le reste. Tu sais, elle a toffé. Elle est morte à 66 ans, mais elle a toffé. Tu sais, elle avait le corps d'une femme de 80 quelques années, là, sans joke, là. Puis si elle avait pris soin d'elle, je suis pas mal sûr qu'elle aurait vécu jusqu'à 100 ans, là. Mais ça pour dire, dans ses derniers moments de vie, c'était pas évident. Puis j'ai assisté à son dernier souffle. Puis c'est probablement l'expérience la plus traumatisante que j'ai vécue de ma vie. Tu sais, sérieusement, je pourrais même pas décrire comment c'était. Il y avait moi, ma mère, puis mon grand frère qui sont restés jusqu'à la fin puis qui ont vu le dernier souffle. Tu sais, fait qu'on on est comme les trois que on peut savoir ce que c'est. Tu sais, d'avoir assisté au dernier souffle de la personne la plus importante pour toi. Pardon. Fait que, tu sais, c'était vraiment traumatisant. Puis moi, j'avais 17 ans, là, j'étais un kid, là. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'avais le syndrome du sauveur. Moi, dans ma tête, là, je voulais sauver le monde, tu sais. Fait que je prenais la douleur des autres, puis je la mettais sur mes épaules. Fait que dans les dernières journées de vie à ma grand-mère, moi, j'ai pas pleuré, là. J'étais comme, gars, faut que je sois fort pour les membres de ma famille, faut que je sois là. Fait que j'ai comme tout gelé ça, ces émotions-là. Je peux pas me permettre d'être triste. Si tout le monde rit autour de moi, pas tout le monde rit, tout le monde pleure autour de moi. Ben, je dis tout le monde rit parce que je voulais raconter un petit quelque chose, une petite parenthèse là-dessus. Mon frère, là, mon grand frère, lui, quand il vit des émotions qui sont difficiles, souvent, il va avoir tendance à faire de l'humour. Tu sais, parce que des fois, c'est un réflexe, comme quelqu'un qui va partir à rire d'un enterrement, ça veut pas dire qu'il trouve ça drôle, là. Ça veut dire que c'est un rire nerveux, puis il sait pas comment gérer ses émotions. Puis mon frère, ma grand-mère est en train de se taper une crise de cœur à l'hôpital avec un décès. Puis lui, il commence à faire de l'humour.
Hey, j'ai pété une coche après. Je tabarnak, Max, c'est pas drôle, là. Si, il est en train de mourir, si tu commences à faire des jokes. Ah, je te l'ai ramassé, là. Moi, je trouvais pas ça drôle. Puis, déjà, comme j'ai dit tantôt, je prenais toute la douleur sur moi. Ben, j'étais Chris, lui, moi, pendant que j'étais en train de stepper up pour tout le monde, Chris, lui, quand il commence à faire des jokes. Mais c'est sûr qu'après, j'ai compris que lui, c'était son mécanisme. Mais ça pour dire, tout le monde a vécu ça à sa façon, mais c'était excessivement difficile, là. Puis, tu sais, moi, comme j'ai dit, j'étais un kid de 17 ans. Puis en 2014, là, à aller jusqu'en 2021, là, j'ai rien ressenti dans ma vie, là. J'ai tout gelé les estis d'émotions que j'ai vécues entre 2014 et 2021. J'ai pas pleuré dans ce temps-là, là. De 2014 à 2021, aucune goutte de pleurs qui a été versée, là. À mon souvenir, là. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais de ce que je me souviens, j'ai tout gelé en dedans. J'étais comme, garde, cœur de pierre. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien que je vais ressentir, là. Parce qu'il fallait que je sois fort pour les autres. Puis si je suis honnête avec moi-même, encore en 2024, j'ai jamais vraiment pris le temps de faire le deuil de ma grand-mère. Tu sais, j'ai pas encore cette mentalité aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends soin de moi, puis je prends plus je vais plus prendre les problèmes des autres sur mes épaules. Tu sais, je choisis mes combats, puis je pense que je peux appuyer mes proches au meilleur de mes capacités dans l'optique que c'est sain pour moi, puis que je prends pas toute la chaleur des autres sur mes épaules. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps de faire comme comment tu te sens face à ta grand-mère? Comment tu t'es réellement senti cette journée-là, tu sais? Puis la vérité, c'est que quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu une partie de moi, une partie de mon être, parce que ma grand-mère, c'était tout pour moi, là, pour vrai. C'était pas drôle, là. Fait que, tu sais, ma grand-mère, c'était une esti de force de la nature là, pour avoir toffé toutes ces années-là. Non, c'est sûr que c'était pas un exemple d'une personne qui prenait soin d'elle, puis tout ça, mais elle m'a tellement transmis de valeur au niveau familial parce qu'elle a steppé up pour sa famille, elle a tout le temps été là pour tout le monde. Elle donnait tellement tout à tout le monde, Chris, puis elle avait rien. Tu sais, ça, c'est une valeur, man, qui se perd de nos jours, là. Fait que, tu sais, moi, je suis content que, tu sais, qu'elle m'ait transmis ces valeurs-là, puis, tu sais, il y a bien du monde, ben, c'est pas du monde, mais ma mère et mon frère, je sais pas où ils se situent avec ça aujourd'hui. Peut-être qu'eux autres, ils ont encore gardé le souvenir cauchemardesque de son dernier souffle, mais moi, ma grand-mère, c'est sûr, pendant les premières années qu'elle est décédée, c'était ça l'image que j'avais, là. C'était affreux, là. Je rêvais à ça des fois la nuit, là. C'était épouvantable, là. Tu sais, puis tu sais, c'était ça l'image que j'avais, là. Mais aujourd'hui, je suis comme, non, ma grand-mère, ça représente plus que ça, tu sais. C'était un pilier, c'était un aimant à personne, là. Elle était authentique, ma grand-mère. Sérieusement, elle avait pas peur de ce qu'elle avait l'air, elle était assumée. Moi, elle me fascinait, ma grand-mère. Fait que moi, c'est ça le souvenir que j'ai d'elle aujourd'hui, malgré le style d'image terrible que j'ai eu à 17 ans. Tu sais, puis je regrette pas d'avoir assisté à son dernier souffle, à ses derniers moments de vie, parce que probablement que mes oncles aujourd'hui, ils regrettent de ne pas avoir été là, tu sais, parce que je parle plus à mes oncles aujourd'hui pour des raisons, disons, des différences de valeurs puis de vision, on va dire ça comme ça. C'est deux personnes qui ont pris des chemins sombres dans leur vie, puis moi, j'ai choisi la sainteté plutôt que la toxicité. Mais probablement qu'eux autres, tu sais, je veux pas, encore une fois, parler à travers mon chapeau, mais tu sais, le fait qu'ils n'aient pas assisté au dernier moment de leur mère, probablement que ça les a impactés, tu sais, puis ils l'ont regretté. Moi, j'ai aucun regret. Puis ça a forgé la force que j'ai aujourd'hui, que je suis comme, si j'ai pu assister à ça, là, ça veut dire que je peux faire tout dans la vie, man. Ça veut dire, j'ai comme catché c'était quoi la force que j'avais intérieurement. Je suis comme, si je peux assister à ça puis passer au travers de ça, là, puis d'avoir carry tout le monde autour de moi à l'âge que j'avais, j'étais comme moi, je peux faire tout dans la vie, là. Il n'y a rien que je peux pas faire. Il n'y a personne qui va me dire que je peux pas faire quelque chose là, après avoir vécu ça, puis passer au travers, puis être devenu la personne que je suis aujourd'hui, là, humblement, évidemment. Mais je reconnais le travail et le parcours que j'ai eu. Puis je pense que le décès de ma grand-mère, ça a été le début d'un grand travail de personnel, man, qu'aujourd'hui, je regrette rien. Je regrette pas d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir assisté à ça. Si ça l'a mené au parcours puis au travail que j'ai fait aujourd'hui, tu sais. Fait que ça a été traumatisant, ça a été tough. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, j'essaie.
j'essaie d'ouvrir les tiroirs qui ont été fermés dans ma tête de ma grand-mère, parce que tu veux pas. Moi, j'aime ça classer ça par tiroir dans ma tête. Là. J'ai comme je vous mets un peu l'image. Là. Dans ma tête, il y a des tiroirs, mais tu sais, ce tiroir-là de ma grand-mère, j'avais mis un cadenas dessus, je refusais de l'ouvrir. Mais là, je recommence au fil des ans, au fil des mois à rouvrir les dossiers de ce tiroir-là, puis ça me fait du bien, tu sais, c'est plus toxique pour moi. Là. Fait que je pense que c'est ma façon à moi de faire mon deuil, puis de me rappeler que ma grand-mère, tout ce qu'elle a représenté, c'était plus grand que nature, puis que c'est pas juste la dernière image que j'ai eue d'elle. Tu sais. Fait que c'était Très ça, beau, ma grand-mère. très beau témoignage, mon Kev, au sujet de ta grand-mère. Tu vois, tu as fait ton grand-père, tu as fait ta mère, tu as fait ta grand-mère. Good job, mon vieux. Man, c'est. Oh! Le micro aussi, lâche. Le micro, il a été affecté par mon témoignage aussi. Ah ouais? Ben oui, c'est pas. Fais-tu au bout de tes bras? Juste pour le show, let's go! Mais ouais, c'était pas facile, mais je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Puis là, on va aborder un sujet un peu plus léger. Ben, un peu plus léger. Il y a de la lourdeur là-dedans, mais de façon différente. Là, on parle de quelque chose qui dure 15 ans avec plusieurs millions de dollars. Puis là, je te parle de Juan Soto, nouveau membre des Mets de New York, qui a signé un contrat incroyablement cher, incroyablement dispendieux le week-end dernier. Puis moi, ça m'a coupé les jambes. J'étais comme tabarouette, ça n'a pas de sens. Puis toi, tu es un expert baseball dans mon livre à moi. Fait que je voulais t'entendre là-dessus parce que ça n'a pas de bon sens. C'est donc bien de l'argent, ça. C'est énormément d'argent. C'est combien déjà? Énormément d'argent. Je me souviens pas du montant. 765 millions pour 15 ans. Avec les Mets de New York. Il faut rappeler que Juan Soto était un membre des Yankees de New York l'an dernier, en 2024. Donc, il demeure dans la grosse pomme. Il passe du Bronx au Queen. Puis les Yankees étaient dans la course. Les Yankees ont offert 16 ans et 760 millions. Donc, ça démontre que Juan Soto et son clan favorisaient l'argent. Parce que moi, je trouvais que Juan Soto, ouais, c'était important, avait l'air vraiment bien au sein des Yankees de New York. Je trouvais qu'il avait trouvé son nid chez les Yankees. Une belle relation avec Aaron Judge. Était beau à voir. Tripait sur New York. Et évidemment, il reste à New York là, avec les Mets, mais je pense qu'à 26 ans, il avait trouvé son endroit. Fait que j'étais persuadé qu'il allait signer avec les Yankees. Puis je le savais que ça allait être aux eaux des 700 millions. Il devient l'athlète de tout sport confondu le mieux rémunéré de l'histoire. Il fracasse l'ancien record que détenait Shohei Ohtani avec 700 millions et 10 ans. Et là, où qu'il faut faire, où que je dois faire une parenthèse, c'est là. Parce que le joueur le mieux rémunéré avant le contrat de Shohei Ohtani, c'était Mookie Betts. Puis après ça, il y a eu Mike Trout. Là, mais mettons, Mookie Betts, c'était le premier à signer un contrat gigantesque de 365 millions. Si ma mémoire est bonne, c'est 12 ans. Je vais sortir, là, je veux juste dire les vraies choses. 365 millions, 12 ans, exactement. Après ça, Mike Trout a signé 426,5 millions, 12 ans. Après ça, là, c'est là que ça a explosé. Shohei Ohtani a signé 700 millions. Il faut comprendre une chose. Shohei Ohtani, 700 millions, en guillemets, ça le vaut parce que Shohei Ohtani, c'est 2 joueurs dans un. Shohei Ohtani, c'est l'un des 5 meilleurs artilleurs du baseball majeur lorsqu'il n'est pas blessé. Et c'est le meilleur frappeur des majeurs sans équivoque. C'est le meilleur joueur de balle qu'on n'a jamais vu sous nos yeux, Kev. Il est dominant sur la butte. Il est dominant dans le rectangle des frappeurs. Il est dominant quand il se retrouve sur les sentiers parce que c'est un excellent voleur de but. Donc, lui, son 700 millions, c'est comme tu payais 2 joueurs dans un. Tu payes l'un des 5 meilleurs lanceurs des majeurs, puis tu payes le meilleur joueur des majeurs. Fait que tout le monde se sont dit, ben, si ça vaut 700 millions, tu payes 2 joueurs pour un. Mais Juan Soto, que tu payes 765 millions. Puis soit dit en passant, je suis un très grand fan de Juan Soto parce qu'il a joué pour l'une de mes équipes favorites, les Nationals de Washington, pendant plusieurs années. Il est arrivé à 19 ans, puis il était dominant à 19 ans, puis il a gagné à 20 ans une série mondiale avec les Nats. Les Nats.
Les les, Nationals! les Nationals de Les Washington. Nationals! Puis en 2022, les Nats voulaient conserver ses services. Ils ont offert 440 millions de dollars. Il me semble que c'était pour 15 ans aussi. Il a décliné, puis il a quitté pour les Padres. Puis là, après ça, pour les Yankees, puis là, pour les Mets. Mais tout ça pour dire, Juan Soto, c'est l'un de mes joueurs favoris de baseball. C'est l'un des 3 ou 4 meilleurs frappeurs de sa génération. C'est un joueur de balle formidable. Quand il arrive devant l'artilleur, le face-à-face qu'il va faire avec lui, là, il va donner beaucoup de pitch au lanceur parce qu'il est bon pour juger les balles, il est bon pour demeurer vivant dans son rectangle. C'est un gars qui va amener le lanceur à faire beaucoup de pitch, 10, 11, 12 contre lui. Ça, c'est une facette que peu de joueurs de balle ont ou que, oui, que peu de joueurs de balle ont, cette facette-là, à bien lire les lancers, à bien bagarrer avec le lanceur en face de toi. Juan Soto, c'est le champion en la matière. Fait que oui, ce côté-là vaut de l'argent, mais Juan Soto, il est average défensivement. Il n'est pas bon sur les sentiers. C'est pas un gros voleur de but. C'est pas un gars qui est un lanceur. Tu sais, c'est pas 2 joueurs en un, là. C'est vraiment l'un des meilleurs frappeurs de sa génération. That's it, that's all. Fait qu'à mes yeux, rough comme ça, j'analyse ça, ça ne vaut pas 765 millions. Par contre, le marché était installé là parce que tu as les 4 plus riches, les 5 plus riches équipes qui offraient environ 750 millions et plus. Tu avais les Jays, tu avais les Red Sox, parce qu'il faut le dire, là, les Jays, c'est une des équipes qui ont le plus d'argent à travers les majeurs. Tu avais les Red Sox, les Mets, les Yankees et les Dodgers. On parle des 5 équipes les plus riches qui étaient dans le derby, Juan Soto. Donc, tu as 5 équipes qui sont capables de payer ça. Ça tue un petit peu le marché. C'est ça qui est plate. Tu sais, il y a les 25 autres équipes n'étaient pas en mesure de lui offrir tout cet argent-là. Tu avais juste 5 équipes qui pouvaient se permettre d'offrir un tel montant à un tel joueur. C'est complètement fou d'offrir autant d'argent à Juan Soto. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir un Teoscar Hernandez, par exemple, avec les Dodgers l'an passé, sans dire que c'est un Soto, mais qui a apporté beaucoup aux Dodgers que tu payais 25 millions un an. Tu sais, tu as des joueurs comme ça que tu vas payer 20-25 millions qui vont t'amener environ ce que Soto t'amène à 765 millions pour 15 ans. Si Soto avait été, à l'instar de Shohei Ohtani, lanceur et frappeur, puis lanceur dominant et frappeur dominant, je ne dis pas un crise de mots, mais Soto est unidimensionnel, c'est-à-dire que c'est l'un des 3 meilleurs frappeurs du circuit. Average défensivement, average sur les sentiers, puis c'est un leader correct sans plus. C'est énormément d'argent, puis c'est là, c'est ce contrat-là qui vient tuer le marché à un certain niveau. Parce que Shohei Ohtani, c'est unique comme joueur. On ne peut pas dire qu'il gagne trop. C'est mérité. Parce que, comme je te dis, c'est 2 joueurs en un. C'est totalement mérité. On ne peut pas le compter, si on veut, parmi les Juan Soto de ce monde. Puis Juan Soto, ben là, ça va faire en sorte que d'autres joueurs derrière lui qui sont agents libres, qui vont aller chercher plus d'argent parce que les équipes comme les Sox, les Jays, les Yankees vont encore se battre pour le 2e meilleur agent libre, qui est possiblement Teoscar Hernandez, qui est l'un des meilleurs agents libres derrière Juan Soto, qui va peut-être aller chercher beaucoup plus d'argent qu'en réalité devrait empocher. Santander, la même affaire, qui va aller chercher beaucoup plus d'argent qu'il devrait empocher parce que les autres équipes, les 4 équipes les plus riches, Kev, ils veulent amener quelqu'un aussi qui va faire une différence. Fait qu'ils vont offrir plus d'argent à des gars qui devraient gagner moins. Fait que je trouve que c'est plat pour les petits marchés, le dossier Juan Soto. Ouais, puis tu sais, au baseball, oui, il y a la masse salariale, mais c'est les équipes les plus riches qui vont s'offrir les meilleurs joueurs, comme tu l'as dit. C'est ça qui est plat. Puis tu sais, je comprends, les gars, ils ont travaillé toute leur carrière pour faire cet argent-là, mais moi, je pense qu'aucun être humain devrait avoir autant de pouvoir financièrement. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je suis un grand fan de sport, je comprends ça, là, je comprends la game.
Mais quand tu y penses, 700 millions de dollars, tu n'as jamais assez d'argent dans une vie de même pour dépenser tout ça. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est 51 millions par année, là. Ça n'a pas de sens. Tu sais, le Par monde dit, année, là. puis le monde ils disent que les joueurs de hockey font trop d'argent. Contrairement à ça, c'est bien, là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Crime. Non, ben, tu sais, au final, je comprends la game parce que ben, au hockey, c'est différent. Tu sais, ben, c'est la même chose dans le sens que les joueurs vont avoir tendance à aller chercher plus d'argent, que ce soit dans un petit marché, un gros marché, whatever. Mais les gens vont tout le temps aller où ce que l'argent est. Puis ça me titille un brin parce que je suis un gars de valeur. Moi, j'aurais tendance à prioriser la fidélité, tu sais, parce que j'aurais plus de fierté à faire comme, hey, j'ai été fidèle à mon équipe, mettons, dans le sens que le respect est mutuel, puis que tu as une belle histoire avec cette équipe-là, plutôt que de faire comme, bon, ben, moi, j'ai envie d'avoir la palette. Tu sais, peut-être que mon discours serait différent si j'étais dans leur soulier. On ne sait pas c'est quoi la réalité des gens. Mais je regarde ça d'un point Exact. de vue, je regarde ça d'un point de vue extérieur, puis je suis comme, crime. Il me semble que je prônerais la fidélité dans l'optique où le tout est sain. Puis, tu sais, je dis pas que tu n'as pas besoin d'argent. Encore une fois, je connais pas la réalité des gens, là. Mais moi, je pense que ce serait ça ma valeur, de prioriser, c'est ça, l'équipe plutôt que la grosse Ben, palette, là. il avait la chance de le faire, Juan Soto, en demeurant que les Yankees. Il offrait un montant similaire, mais une année de plus. Puis Ouais, il s'était bien installé au sein de cette organisation-là. Comme je te l'ai dit, la chimie, elle a pris tout de suite avec plusieurs joueurs au sein du dugout, dont Aaron Judge, qui est le capitaine des Yankees. ouais. Et les Yankees sont allés en finale de la Série mondiale. Fait que tu avais développé quelque chose, mais on se rend compte que parfois, money talk, et c'était ça avec Juan Soto. Est-ce que Juan Soto perd tout mon respect? Non, parce que je vais continuer à l'observer, je vais continuer à l'analyser parce que, tu sais, moi, je suis un analytique de la balle parce que j'enseigne aux enfants le baseball. Fait que j'aime analyser de la balle pour amener des enseignements aux enfants. Fait que je vais continuer à le contempler, à l'observer parce que c'est un frappeur extraordinaire, extraordinaire, sincèrement. Je vais continuer à le regarder. Il ne perd pas mon respect nécessairement, mais ça me titille un brin quand même. Ouais, parce que la différence n'était pas tant énorme, on s'entend, là. Il aurait pu faire comme ben non, tu sais. Je t'installais avec les Yankees, j'aime ça, tu sais, j'aime ça, on est allé en finale, on a des chances de revenir l'année prochaine. Mais non, il a fait comme fuck off, si, je veux de l'argent. Ouais, exact. Fait que, ben là, puis mettons, Madame F, elle. Oui, Madame F, dans le fond, là, parce que ma mère, elle m'a texté là, durant le week-end. Ben, c'est pas une couple de fois qu'elle me textait. Elle a une amie slash connaissance une femme de 48 ans, puis elle a su qu'elle avait un cancer du pancréas, OK? Puis elle a su dernièrement qu'il y avait probablement rien à faire. Ben, en sens, dans le fond, elle a une masse qui s'est coincée entre des artères, des veines et tout ça. Fait que elle avait la chance de faire de la chimiothérapie, puis finalement, vu qu'il y avait comme de 10 à 20 de chances que ça fonctionne, elle a décidé que. Ben, dans le fond, c'est sûr qu'elle allait mourir, mais dans le fond, que tu sais, même si elle avait fait de la chimio, elle aurait juste gagné une couple de mois, peut-être une année, mais elle aurait été malade pendant tout ce temps-là, tu sais. Elle aurait vécu plus longtemps, mais pas dans de la manière qu'elle aurait voulu avec ses propres dispositions, selon ses valeurs et tout ça. Fait qu'elle a décidé de ne pas faire de chimio. Fait qu'elle ne sait pas combien de temps qu'il reste, mais au moins, les derniers jours de sa vie, elle va être toute là, elle va pouvoir profiter en masse, puis tout ça. Puis cette madame-là a fait des capsules, tu sais, puis j'ai regardé une couple de ces capsules, ma mère, elle m'en a envoyé, puis c'est une madame qui gardait quand même assez sa bonne humeur, tu sais, elle était très positive face à ça, ben positive dans la mesure que tu vas mourir, tu as le cancer, là. Mais je la trouvais c'était très positif, son discours était positif, je la trouvais, malgré tout, il y avait un soleil qui rayonnait autour d'elle, c'était quelque chose, puis ma mère m'a envoyé une vidéo durant le week-end aussi, puis dans le fond, la dame, elle a écouté un film de Noël, de ce que je comprends. Puis, tu sais, dans le film de Noël, à la fin du film, la famille était heureuse, puis avec une maison, des projets, puis tout ça. Puis, ça l'a percuté. Tu sais. Puis, la vidéo que j'ai vue, c'était comme. Elle dit, tu sais, je regardais ça, puis j'étais comme, j'aimerais ça me faire des projets. Ben, elle réalisait qu'elle pouvait pas, tu sais. Puis, que son message, dans le fond, dans la capsule vidéo, c'était comme, profiter de la vie. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu sais. Fait que si Ouais. vous avez un projet sur la glace, que vous ne voulez pas mettre plus de temps dessus parce que vous avez peur, que vous avez.
je sais pas, vous faites de l'anxiété, justement, vous ne voulez pas vous jeter dans votre rêve parce que vous faites de l'anxiété, tu sais, pour faire un petit clin d'œil à ton histoire de tantôt. Faites-le, tu sais, puis sans regret. Ou si vous aimez, vous avez des sentiments pour quelqu'un, dites-lui, ne perdez plus une seconde parce que la vie est courte, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tu sais, on a parlé une couple de fois du moment présent. C'est ça la réalité. Le moment présent, si vous êtes en santé, que vous pouvez profiter de la vie, que vous pouvez aller courir dehors, juste marcher dehors, ça, pour certaines personnes, les gens, il y a des gens en chaise roulante qui envient les gens qui marchent, c'est le même principe. Vous êtes en santé, vous pouvez vous avez des projets, puis réalisez-les, ces projets-là. Vous avez quelqu'un, comme j'ai dit, dites-lui. N'hésitez pas une seconde, parce qu'on ne sait pas de qu'est-ce que demain sera fait. Puis c'est ça le discours de la madame. C'est vraiment venu me chercher. Je trouvais ça vraiment inspirant. Puis, tu sais, justement, elle a brisé cette journée-là. Tu sais, puis je trouvais ça vraiment triste. C'est vraiment venu me chercher, puis je la trouve inspirante. Puis je souhaite vraiment qu'elle trouve son bonheur dans ses derniers jours de vie, ses derniers mois de vie, parce que je sentais vraiment que cette madame-là, elle avait la joie de vivre, tu sais, puis ça me rend triste de savoir que, tu sais, des bonnes personnes comme ça partent aussitôt. Tu sais, l'expression, là, c'est les meilleurs qui partent en premier, là. Ben, j'ai l'impression que c'est ça que cette madame-là, tu sais, puis ça m'attriste beaucoup. 48 ans, tu sais, mettons, moi, j'ai 27 ans, c'est sûr que je vais dire, la dame est plus vieille que moi, mais c'est trop jeune pour mourir. Ben, moi, je peux te le dire. Moi, je peux te le dire que c'est trop jeune pour mourir. Ça n'a J'ai pas de sens. 43. C'est ça, quasiment ton âge, ça n'a pas de sens. T'es plus jeune que ma mère. Moi, elle m'a dit ça, j'ai dit, tabarouette, tu sais. Ben, tu sais, c'est venu me chercher. Je voulais en parler aujourd'hui parce que le message était vraiment important. Encore une fois, guys, profitez du moment présent puis réalisez vos projets. Faites ce que vous avez envie de faire. Tu sais, oui, c'est sûr que dans la vie, tu as des obligations, tu as des responsabilités, des enfants, un job, un char, des ci, des ça. Mais profitez de la vie. On oublie souvent de profiter parce que, tu sais, justement, on a des responsabilités. Mais la vie vaut la peine d'être vécue selon nos propres conditions, selon nos besoins, nos désirs. Il faut mettre à terme pas mettre à terme, il faut réaliser nos affaires qu'on a envie de faire. Bon, c'est ça le message, Joe. Ben, c'est un très beau message, encore une fois, qui fit avec les meneurs. Épisode 8, déjà complété, Kev. Puis, il faut que je souligne pourquoi on n'avait pas d'invité. On va dire, parce qu'on dit les vraies affaires ici. On a eu un refus de l'entreprise pour qui œuvre notre invité, finalement, parce qu'il fallait faire une demande. L'invité était très enthousiasmé à venir au meneur, mais on ne pourra pas l'amener pour le moment. On devrait être capable de l'amener plus tard dans l'année. Fait que là, je travaille d'autres invités et toi, tu travailles des invités de ton côté. Puis lors du prochain show, ben, on va avoir un invité qui va venir donner une claque sur la gueule. Oui, très spécial. Mais je pense que je vais garder la surprise cette semaine, une petite annonce sur Facebook parce que on a déjà parlé dans un des shows précédents, puis j'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que c'est une personne incroyable. Puis je sens que ça va venir puncher pour rester dans le thème de la claque sur la gueule. On aime ça, les claques sur la gueule. Kev, merci encore. C'était Les Meneurs avec Jeff Merci. et Kev. Épisode Merci. 8. Merci infiniment, guys. N'oubliez pas, Facebook, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous suivre, vous abonner parce que ça nous aide énormément puis ça nous fait plaisir d'être là puis on vous aime bien gros. Fait que bonne semaine à tout le monde. On vous aime. Peace. Peace.